Francesco Ciccio Capuccio, également connu sous le nom d'O Signorino pour ses manières élégantes, était un guapo légendaire de la Camorra. On lui attribue la modernisation de la Bella Società Riformata, la belle société réformée, telle que la Camorra était connue à l'époque. La mythification de sa personne mêle faits, fiction et légende. Ciccio Capuccio a été élevé dans une famille connue dans la célèbre rue Umbriciata du quartier de la Vicaria à Naples, une zone marquée par la violence, la prostitution et les camorristi. La famille régnait sur la région depuis 1756, lorsque Leopoldo Capuccio, connu sous le nom d'O Mastriano, imposa son autorité. En 1781, un décret royal ordonna le déplacement de tous les bordels de Naples vers l'Umbriciata, qui devient la seule zone où la prostitution était tolérée. La seule autorité qui régnait sur la région était la Camorra, qui maintenait l'ordre par la force, en tant que sorte de justice, de paix non officielle, tout en exigeant des pots de vin. En 1853, Ciccio Capuccio prit la relève de son père, Antonio Totono Capuccio, qui tenait une taverne dans la région. En 1855, la municipalité entoura la zone de prostitution de l'Umbriciata d'un mur élevé pour clore le quartier. Lorsque les forces de Giuseppe Garibaldi avancèrent vers Naples en juin 1860 dans le but d'unifier l'Italie, les troubles politiques augmentèrent dans la ville. Capuccio forma une manifestation avec des centaines de prostituées et de camorristi en chemise rouge, le symbole de Garibaldi, et abattit le mur. Le lendemain, les autorités ordonnèrent la reconstruction du mur. Dans la nuit du 27 au 28 août 1860, alors que Garibaldi approchait de Naples, Capuccio mena une autre attaque contre le mur et le détruisit à nouveau. Pendant ce temps, les troupes de Garibaldi se préparaient à entrer dans la ville et une grande bataille semblait inévitable. Désespéré d'éviter un bain de sang à grande échelle, le chef de la police Liberio Romano se tourna vers le chef de la Camorra, Salvatore de Crescenzo, pour maintenir l'ordre et le nomma à la tête de la garde municipale. Capuccio entra également dans la garde dominée par la Camorra. En tant que tel, il comprit l'évolution du climat politique et ne s'opposa pas à la reconstruction du mur, menaçant quiconque osait contester sa décision. À l'époque, Naples était divisée en 12 districts et les activités criminelles de chaque district étaient dirigées par un capo società. Ces chefs de bande élisaient un chef en chef, le chef général de la Camorra napolitaine, qui correspondait pendant longtemps au capo società du quartier de la Vicaria, à l'est de la ville, entre les prisons et les tribunaux. La direction de l'organisation est restée entre les mains de la famille Capuccio pendant un certain temps. En 1869, Ciccio Capuccio a été élu capinista de la Camorra par les 12 chefs de district, succédant à Salvatore de Crescenzo, après une courte période intérimaire. Les deux, Capuccio et de Crescenzo, ont été arrêtés le 6 octobre 1869, avec environ 80 autres membres de la Camorra. Il a été libéré après un mois et la rumeur dit que l'arrestation n'était qu'un complot pour permettre à Capuccio de remercier les détenus de la Camorra pour son élection et entendre leurs demandes. Après sa libération de prison, Capuccio a quitté l'Umbriciata et s'est installé dans l'élégante Via Nardones. Près de chez lui, il a ouvert un magasin. Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des chevaux était un segment fondamental de l'activité camorristique, dans lequel la plupart des chefs de bande, dont Capuccio, opéraient en priorité. Le contrôle commençait aux enchères des déchets de chevaux de l'armée, qui étaient stockés à bas prix grâce à l'élimination de la concurrence. La deuxième étape était le commerce pour l'alimentation animale, et c'était l'activité officielle réalisée par de nombreux chefs de bande. La vente de ces marchandises leur permettait de contrôler les rangs des équipes de cochers et d'écuries, sur lesquelles ils imposaient l'achat de fourrage pour leurs chevaux. Ils facilitaient également le prêt d'argent à des taux usuraires. La stature de Capuccio en tant que puissant parrain a augmenté non seulement au sein de la Camorra, mais aussi dans les cercles puissants de la société napolitaine. Il a été approché par le chef de la police de Naples, Ermanno Sangiorgi, le même qui en 1898 en Sicile rédigerait l'un des premiers rapports sur la mafia sicilienne. Sangiorgi a demandé à Capuccio de récupérer une montre en or incrustée de pierres précieuses volée à la baronne Nicotera Rico, femme du alors ministre de l'Intérieur Giovanni Nicotera. Quelques années plus tard, l'intervention de Capuccio s'est révélée nécessaire pour récupérer également la tabatière en or volée à Michele Pironti, procureur général et futur ministre de la Justice. Capuccio modernisa la Bella Società Riformata, la belle société réformée, comme on appelait alors la Camorra. Il établit la règle selon laquelle un camorrista devait avoir un emploi régulier comme couverture. Très critiqué à l'époque étant donné que les membres étaient presque tous des vagabonds, cette innovation s'est révélée plus tard utile lorsque des lois spéciales contre les associations de criminels ont été promulguées et que les criminels pouvaient prouver avoir un travail honnête et stable.
avec ses 2 lieutenants, Ettore Longo et Gaetano Bongiorno, il a également rédigé un nouveau code pour la belle société. L'article le plus intéressant, celui qui révolutionna les anciennes coutumes de l'association, était marqué du numéro 151 et visait à réduire le nombre de duels qui avaient lieu continuellement dans les rues de Naples entre les camorristi, se tuant mutuellement et mettant en danger la vie des passants. Toutes ces innovations ont suscité le mécontentement au sein du Conseil des Capintriti. En avril 1874, il organisa une sorte de coup d'État au sein de la belle société, destituant de nombreux chefs de district et les remplaçant par d'autres en qui il avait confiance. Ses adversaires ont essayé de le tuer. Le 23 avril 1874, un tueur masqué est entré dans la boutique de Capuccio et lui a tiré dessus 4 fois. Une balle lui effleurera le visage. La rumeur se répandit rapidement que Capuccio était mort. La nouvelle parvient même aux journaux, provoquant une agitation. Le lendemain, le visage bandé, Capuccio traversa la moitié de Naples pour montrer qu'il était toujours en vie. Pour célébrer, il partit en pèlerinage et réaffirma son leadership. Cet épisode établit sa réputation d'invulnérabilité. Dans une certaine mesure, c'était vrai car depuis la tentative d'assassinat avortée, il portait un filet d'acier spécial fabriqué pour lui par un armurier. À partir de ce moment, il devient une sorte de monarque absolu de la belle société réformée, abolissant les réunions annuelles des chefs de district pour élire le chef en chef. Sa réputation était telle que certains camorristi préféraient se suicider plutôt que d'être convoqués devant la grande Mama, le tribunal suprême de la Camorra. À seulement 50 ans, il est décédé le 5 décembre 1892 d'une crise cardiaque pendant le dîner. Euphorique à cause d'un excédent de vin, il déclara à ses disciples qu'il serait capable de manger une terrine entière de morue. Il remporta le pari et des centaines de camorristi l'applaudirent. Il se leva pour les remercier, bafouilla quelques mots, puis posa la tête sur la table, en proie à une crise cardiaque. Le roi de Naples était mort, selon une nécrologie parue dans un quotidien napolitain. À ses funérailles, le corbillard tiré par 3 paires de chevaux et couvert de couronnes de fleurs. Le cortège fit le tour de Naples où les magasins fermèrent en signe de deuil et de respect. Quelques jours après sa mort, des reliques commencèrent à circuler. De petites bouteilles remplies de son sang, des morceaux d'os, des lambeaux de peau, probablement pris par des employés des pompes funèbres pour faire des affaires sur l'un des chefs de la Camorra les plus célébrés par les adeptes. Il fut remplacé par Enrico Alfano. D'autres sources mentionnent qu'après la mort de Capuccio, Giuseppe Chirico, dit le grenadier du quartier de Porta San Gennaro, fut élu. Il a été vaincu dans une zuppetta, une sorte de duel rituel à l'initiation au couteau, par le perroquet, ainsi nommé en raison de son nez de perroquet, qui prit le relais avant d'être vaincu par Alfano. Au fil des ans, de plus en plus de légendes ont grandi autour de sa personnalité, déformant les faits par la fiction. La légende la plus racontée est celle où il est entré en prison pour la première fois. Il bégayait et ne supportait pas les ordres du maître de l'usine de laine où il travaillait. Un jour, avec une violence inattendue, il prit son couteau et le planta dans le visage de son employeur. Ciccio a été arrêté et condamné à 7 ans de prison. Lorsqu'il entra dans la cellule de prison, il fut approché avec la demande habituelle d'huile de lampe, le pot de vin habituel que les nouveaux détenus devaient payer. Capuccio refusa et fut attaqué par 20 détenus. Un seul en sortit indemne de la bataille, Ciccio Capuccio. 12 en sortirent avec des têtes meurtries et 7 avec des bras cassés. L'histoire a été racontée dans le poème de Rousseau, mais elle relève largement du mythe.